Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous pour ce festival des Deep Tech de Systématique. Nous avons actuellement dépassé les 1000 inscrits pour ces 3 jours de webinaire. Nous avons aujourd'hui justement la plénière blockchain. Alors pourquoi la plénière blockchain? Donc justement, c'est une action qui a débuté il y a plusieurs années au sein du hub Cyber and Security de Systématique. Donc, nous allons justement pouvoir découvrir différentes solutions liées à la blockchain et au Web3. Il y aura aussi donc la prise de parole de 4 intervenants qui sont membres de Systématique. Et l'idée, c'est de rassembler en fait ces différents acteurs blockchain et Web3 pour justement continuer de découvrir ensemble les nouveaux développements et aussi créer conjointement de la valeur. Donc, je suis le coordinateur du Hub Cyber and Security. Donc, nous rattachons la blockchain et les Web3 justement donc au Hub. Rappel pratique pour tous, vous avez justement le chat pour échanger entre vous. Vous pouvez interroger donc les différents intervenants sur la partie questions qui se trouve normalement en bas à droite de votre écran. Les webinaires sont justement donc enregistrés et seront proposés en replay par la suite. Donc voilà, donc pour la présentation, donc l'organisation de Systématique autour des 7 hubs Deep Tech qui croisent justement les 3 enjeux transverses. Vous pouvez le voir, donc une techno peut s'appliquer à plusieurs marchés, comme un marché peut avoir besoin de plusieurs technos. Et c'est ce que nous verrons justement sur la partie blockchain, que nous avons rattaché sur la partie cyber and security. Et on peut justement donc le rattacher, donc, dans certains cas, à d'autres technologies, mais surtout avec des applications sur des marchés assez divers. L'écosystème du Hub Cyber and Security, donc plus de 230 membres, répartis en 140 startups, TPE, PME, ETI, 40 grands groupes, 35 organismes de recherche et développement, une vingtaine d'investisseurs et justement aussi des partenaires institutionnels et des collectivités territoriales. L'idée étant de faire travailler tous ces acteurs ensemble. Il y aura donc quelques cas aussi dans les présentations. Et sur la partie de droit, donc c'est l'effort de R&D, donc justement sur la partie de création des pôles. Maintenant, il y a plus de 15 ans, c'était vraiment donc pour soutenir les projets de R&D de nos membres. Il y en a encore certains qui ont été cités ce matin ayant récupéré justement des financements pour des projets blockchain. Je vais laisser la parole à Naja Nafa, qui est le fondateur et CEO de Quantum Blockchain Secure, qui est donc l'animateur aussi avec moi de ce groupe de travail sur la blockchain. Et il est aussi donc au sein du comité de pilotage du Hub Cyber and Security de Systématique. Naja. Ok, bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cette plénière du groupe de travail sur la blockchain. Je vais commencer par rappeler pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois les objectifs du groupe de travail. J'ai demandé à Alexia de passer le premier slide. Voilà. Donc, voilà les 5 axes sur lesquels nous travaillons. Tout d'abord, c'est très important de rappeler que la blockchain, c'est un domaine qui est très flottant. Il y a plusieurs définitions, plusieurs modèles, et ainsi de suite. Donc, il est important pour l'écosystème d'avoir une vision commune de ce qu'est la blockchain, de ce que sont les cas d'usage, des moyens de développement, de déploiement, ainsi que les risques associés. Donc, avoir ce référentiel et en permanence l'alimenter, le mettre à jour. Ensuite, une représentation publique, ce qui veut dire que le groupe de travail, par ses délégués, peuvent aller présenter les activités de Systématique, exprimer leur position, leur opinion par rapport à des débats nationaux, contribuer à la standardisation et surtout être au courant de ce qui se passe comme problématique au niveau de la blockchain et clarifier le terrain lorsque ces problèmes émergent. Ensuite, pour la partie business, c'est pouvoir accélérer, mettre en rapport les acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire les startups, les laboratoires, tous les producteurs de software, de logiciels, de solutions, d'infrastructures, avec les acheteurs. Donc, à l'occasion de séminaires comme celui-ci, qui peut être virtuel, qui peuvent être physiques, présentiels, il peut y avoir un contact qui enrichit le business de chacun de ces acteurs. Et surtout, pour la blockchain, favoriser également les alliances
au niveau national et au niveau international. Parce que la blockchain, c'est une informatique qui est qualifiée de multi-entreprise. Quand une entreprise demande une blockchain, elle n'en a pas besoin. En général, la blockchain s'introduit dans un consortium d'entreprises et c'est une fédération ou un consortium complet qui va être le consommateur de la blockchain. Donc, il est important de mettre en place ce type de modèle et de développer le business autour. Pour ce qui est de l'innovation, donc comme l'a dit Alexandre, donc là, il y a des appels à projets fréquemment diffusés en France, en Europe, et notre rôle, c'est de les exposer, de créer des séminaires autour de ces appels à projets, d'encourager les alliances et le partenariat pour faire des propositions, et de notre côté, assurer un coaching à tous ceux qui veulent faire des propositions, et surtout, dans certains cas, apporter une labellisation qui peut favoriser le dossier pour obtenir un financement. Et enfin, il y a l'accélération. L'accélération, c'est juste mettre en rapport les demandeurs de fonds, le demandeur de financement par rapport aux investisseurs qui font partie du pôle systématique. Voilà, donc avant de passer la parole aux différents conférenciers, je voulais également vous donner un panorama de ce qui s'est passé pendant les 12 derniers mois et vis-à-vis enfin, juste un rappel des phénomènes importants et sur lesquels on va pouvoir croiser certaines des présentations qui vont être faites. Donc, Alexia, deuxième slide. Alors voilà, donc il y a des points négatifs et il y a des points positifs. Je commence par les points négatifs. D'abord, les scandales financiers qui ont secoué le monde de la crypto-monnaie et surtout le monde de la decentralized finance, la finance décentralisée, avec le scandale de FTX, qui est une plateforme d'échange qui a englouti autour de 8 milliards de dollars de fonds qui ont été déposés par des clients. Et on a découvert après qu'il y a au moins 250 millions qui ont été dépensés par les fondateurs sur des achats et des acquisitions personnelles. Tout ça a amené le monde de crypto à être vraiment secoué et à faire émerger la nécessité de réglementer l'ensemble des plateformes d'échange. Donc ça, c'est un premier point négatif, mais qui va être, à mon avis, donner naissance à une meilleure gouvernance des plateformes d'échange. Ensuite, il y a un grand débat, plutôt un grand conflit entre la commission SEC aux États-Unis contre les grands acteurs des plateformes, notamment Coinbase, où la SEC dit qu'il faut enregistrer tous les cryptos, tous les tokens comme actifs financiers. Et là, Coinbase, qui est accusé de ne pas avoir enregistré toutes les cryptos qui sont en train d'échanger sur leur plateforme, parce qu'ils les considèrent comme des commodities ou des produits de base. Et là, le conflit perdure et il y a des avocats qui sont dans le jeu pour arriver à vraiment définir la bonne réglementation au niveau du SEC de ces crypto-monnaies. Donc voilà un petit peu un chapitre qui est un peu noir, un peu obscur, mais qui est en train de se clarifier. Maintenant, par rapport à nos préoccupations ici en France, parce que bon, on est un peu loin d'être des grands acteurs des plateformes d'échange, ça il faut l'avouer, tous les acteurs des plateformes d'échange sont plutôt ailleurs. Hein. On a quand même des choses qui sont positives, qui sont en train de se manifester, notamment au niveau des blockchains programmables. Elles évoluent toutes vers une plus grande scalabilité, avec l'introduction d'un niveau 2, tant sur Ethereum que sur d'autres blockchains comme Tezos. Et cette scalabilité va amener ces blockchains publiques, qui sont programmables, à être utilisées par les entreprises. Donc là, il y a un vrai point positif sur cette évolution. Ensuite, les applications décentralisées sur les blockchains publiques sont en train de se concentrer autour de 4 domaines. Les jeux, les NFT, les finances décentralisées et les collections de métavers. Alors, pour les NFT, nous sommes bien positionnés en France. Et je rappelle qu'un des membres de Systématique, qui est Cara7, utilise les NFT dans le secteur de la mobilité. Donc, on pourrait en débattre à la fin, ou plutôt évoquer ce sujet. Aussi, je rappelle la dernière annonce de Lacoste, qui met sur le marché des NFT
accessible par des wallets décentralisés et qui permet aux visiteurs, ou plutôt les fidèles, d'aller dans un programme de fidélité qui est extraordinaire. Donc, je m'arrête là-dessus. Donc, ça veut dire que le domaine de NFT est vraiment bien parti. Maintenant, pour les blockchains permissionnés, qui sont des blockchains pour les entreprises, les services publics, les consortiums d'entreprises, il y a une évolution extraordinaire qui est positive dans les domaines de la traçabilité et dans le domaine des infrastructures. Alors, pour tout ce qui est infrastructure, on a en Europe l'avantage d'avoir une initiative qui s'appelle l'EPSI, qui est un projet européen que Perrine de Couette-Legrand va vous présenter et qui illustre un petit peu la puissance de cette approche pour greffer sur une blockchain permissionnée des cas d'usage de toutes sortes qui intéressent le citoyen, qui intéressent l'administration. Alors, dans un autre type de cas d'usage, il y a la traçabilité. La traçabilité qui touche absolument tous les secteurs de métier, que ce soit des secteurs publics ou privés. Et là, on va avoir deux présentations par Set in Stone, la société Set in Stone, et la société AT Blockchain Software, qui vont illustrer la force de la traçabilité, tant au niveau data qu'au niveau du produit final qui va être suivi dans une supply chain. Après, à titre d'information, je pourrais vous dire que le domaine du CBDC, qui est un domaine qui veut dire l'euro numérique, ou bien Central Bank Digital Currency, c'est un domaine sur lequel il y a eu pas mal de débats. Et enfin, le mois dernier, plutôt il y a 15 jours, la BCE a décidé de lancer un groupe d'études pour commencer à mettre en place du settlement entre les établissements financiers en adoptant l'approche de CBDC. Donc là, c'est important à suivre et ça fera partie également d'un débat, d'un séminaire qu'on organisera sur le sujet par la suite, étant donné l'importance du domaine. Et enfin, en conclusion de cette introduction, je rappelle à tout le monde qu'il y a une très grande dynamique de l'écosystème en France. Il n'y a plus de flou ou d'ambiguïté dans les domaines que couvre la blockchain. Je crois que la maturité a vraiment évolué. Il y a des gens qui savent ce qu'ils ont à faire. Je rappelle le lancement de l'Alliance Blockchain France qui a eu lieu en juin de l'année dernière et qui continue à progresser dans des axes de travail qui sont importants et qui seront utiles pour tout le monde. Donc voilà, j'ai terminé mon introduction. Je voudrais passer la parole à Perrine qui va nous parler des projets européens. Perrine, à toi. Oui, bonjour Naja, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de me donner cette occasion de présenter le BSI. Donc, le partenariat européen de la blockchain, c'est une initiative des 27 États membres de l'Union européenne avec la Commission, une initiative conjointe qui a permis de tracer la voie d'une initiative très intéressante, bien au-delà de l'EBSI même, mais qui en constitue quand même, je dirais, l'arc le plus important pour permettre à tous les acteurs de l'écosystème de se reconnaître de cette infrastructure européenne de services blockchain. Il n'est pas question de crypto-monnaie dans le BSI, mais plutôt de prendre toute l'opportunité offerte par les technologies blockchain dans un grand projet intergouvernemental et de donner aussi donc une réalité à la fois tangible pour tous les citoyens européens. Je rappelle que nous sommes 450 millions, donc c'est vraiment assez excitant en fait de participer à ce projet, mais aussi dans la reconnaissance juridique, que ce soit le EUID Wallet, c'est-à-dire le futur concurrent que serait un wallet avec des standards européens par rapport au Google Wallet ou Apple Wallet, et qui permettrait de mettre nos justificatifs de documents officiels. Alors, je suis le point contact national pour l'entrée dans le BSI, mais le partenariat européen de la blockchain, ce sont aussi un groupe politique, un groupe technique, tous les groupes de cas d'usage, et maintenant aussi, c'est une transformation en cours en EDIC, European Digital Infrastructure Consortium,
c'est-à-dire la structure juridique votée par le Parlement européen au soutien de la décennie numérique européenne, European Digital Decade, et dans lequel ont été financés un certain nombre de projets l'année dernière. Une partie sur le EUID Wallet vraiment pur, avec les solutions traditionnelles acceptées par les États membres et déjà en cours. Ça a donné lieu à notamment 4 grands projets dont vous avez certainement entendu parler, dans lesquels se sont mobilisés un certain nombre d'acteurs français, comme Archipel, par exemple, qui est la filiale de la Caisse des dépôts, ou Worldline sur les transactions bancaires et plusieurs autres. Et puis, il y avait le côté EBSI, qui a également financé 3 grands projets. Un projet pour le portage des nœuds de l'infrastructure européenne de services blockchain, un financement pour le projet Vector, j'en suis la coordinatrice française, sur les cas d'usage du diplôme et de l'EBSI et de la sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale européen. Et puis un troisième sur la traçabilité. Donc là, pour être très concrète et vous montrer ce qu'on a fait de tout ça depuis maintenant 2018, que ça fonctionne, ce partenariat européen de la blockchain. Et bien moi, de l'Université de Lille, où je suis chargée de mission blockchain et open education, avec le vice-président Pierre Boulet, le vice-président numérique Pierre Boulet, nous sommes allés vers la transformation numérique du diplôme, parce que les grandes idées de la blockchain dans l'éducation, c'était qu'on puisse retrouver plus facilement à tout moment de sa vie nos acquis d'apprentissage, que ce soit un diplôme ou pas de diplôme, donc des certificats de compétences, une reconnaissance des personnes là où elles en sont pour leur redonner confiance en elles et leur faciliter l'accès à l'éducation. Ça prend les standards des Open Badges qui maintenant ont fusionné avec les standards des Verifiable Credentials. Donc, on est vraiment sur toutes les thématiques du Web3 qui doivent garantir aux personnes de facilement pouvoir montrer un titre de compétence ou de diplôme au choix sans forcément tout montrer et faciliter ainsi l'employabilité à la fois au niveau national et européen. Alors, on l'a fait parce qu'après le Covid, la directrice de la scolarité, donc qui suit les étudiants de leur inscription à leur départ, m'a dit qu'ils avaient beaucoup galéré, les jeunes, avec leur diplôme papier et qu'il était temps de prendre le sujet. Et on a travaillé avec BC Diploma et avec le groupement d'intérêt public Renater. Et on a émis, là, d'ores et déjà, 50 000 attestations numériques de réussite au diplôme qui sont donc repensées. C'est de la vraie transformation numérique dans laquelle la blockchain ne joue que son rôle de tampon, de coup de tampon, d'authenticité. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est très intéressant, mais aussi tous les étudiants l'ont reçu avec beaucoup d'intérêt, puisqu'on a eu 95% de taux d'ouverture dans les 24 heures de la première émission en octobre 2021. Et tout a été traduit en anglais, le design est beau, c'est un lien pour l'instant et c'est les preuves ensuite qui sont hachées et distribuées dans la blockchain. Et donc, les étudiants concrètement reçoivent un lien et ils s'en sont servis 70 000 fois. Ça a été vérifié plus de 70 000 fois dans 142 pays, à 80% en France, à 90% en Europe. Premier pays après la France, les États-Unis, ensuite le Royaume-Uni, ensuite l'Allemagne. Mais en tout, 142 pays qui se connectent et qui facilitent plus facilement ces diplômes. Donc, on est très heureux du résultat, où on voit que l'utilisation est déjà très importante, alors même qu'il y a encore un décalage avec la tenue du jury qui a évalué les étudiants. Mais donc, on amène progressivement le ministère de l'Enseignement supérieur à réfléchir à ce cas d'usage diplôme, aux compétences. On est très, très heureux déjà des résultats et des retours extrêmement enthousiastes des autres vice-présidents numériques lors du bootcamp animé par Pierre Boulet, qui est devenu entre-temps président de l'association des vice-présidents numériques des universités françaises. Voilà, donc on est dans une très belle dynamique, très intéressante et qui aide les jeunes, la mobilité française, européenne et internationale. On en est fiers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire
pour le moment, le cas d'usage Vector prévoit de le poursuivre et donc on est là pour 2 ans encore à travailler au niveau européen avec tous nos partenaires, dont La Poste d'ailleurs, Vision qui travaille sur les partenaires du projet Vector 1, Vision qui travaille sur l'intelligence artificielle et la gestion du consentement, et toujours BC Diploma qui nous accompagne depuis le début. Très bien. Merci Perrine. On a droit à une question ou deux avant le débat qu'on va faire pendant la dernière demi-heure de la présentation. Est-ce que quelqu'un a une question? Voilà, il y a une qui est dans le chat. Je peux la lire? Avec ma caméra. Voilà, oui, je vais la lire. Hein. L'adoption des nouvelles technologies pour la validation des compétences, recours à la blockchain, va exclure certaines entreprises qui seraient en retard pour comprendre ces blocs de compétences. Est-ce qu'il y aura de la ségrégation? Pardon, à ma caméra, je n'arrive pas à la rallumer. Non, donc le bloc de compétences, c'est très intéressant parce qu'au début, quand on arrive dans ce domaine qui est très riche, on est vraiment dans le capital humain et assez loin de la finance. Et puis là-dessus, on entend parler de blocs de compétences. Alors on se dit, il y a un lien avec la blockchain ou pas? Mais en fait, les blocs de compétences, il est demandé aux universités, et ça n'est pas facile, de traduire leur diplôme qui valide un certain nombre de connaissances des étudiants en compétences. Qu'est-ce que ça veut dire si, je ne sais pas, moi, alors je prends mon cas personnel, j'ai fait des études de droit. Est-ce que ça veut dire que j'ai une bonne capacité d'analyse, de synthèse, voilà. Et donc, en fait, on traduit un diplôme en blocs de compétences et ça rend tous les diplômes de l'enseignement supérieur éligibles au RNCP, c'est-à-dire au Registre national des titres et compétences, définis par les syndicats et les syndicats de salariés et d'employeurs par branche d'activité. Donc, vous voyez, c'est un peu un point de jonction entre l'université qui donne des connaissances traditionnellement théoriques et la reconnaissance des compétences acquises par les étudiants à l'occasion de leurs études. Merci. Deuxième question. Comme ça. Voilà, quelle technologie avez-vous utilisée pour les diplômes? En particulier, quelle blockchain notamment? Alors, donc là, à ce stade, le BSI n'a pas été mis en production, ce qui était mon grand regret, que j'ai largement réclamé dans le groupe politique et malheureusement sans effet. Il faut dire qu'on est dans un mouvement assez lent qui est à la fois diplomatique, technologique, mais une nouvelle technologie, la blockchain, on sait tous que ça n'est pas facile d'expliquer les différences entre les avancées informatiques et les crypto-monnaies. Donc, voilà, elle sera mise en production certainement lors de l'annonce de la transformation du partenariat européen de la blockchain en infrastructure, en éthique, donc en consortium. Donc, ça va s'appeler l'ETHIC, le consortium de l'EBSI. Donc, pour l'instant, on a utilisé Avalanche pour sa consommation d'énergie très basse, en plus d'être un projet très sérieux, si vous voulez, techniquement, qui fonctionnait. Et demain, on émettra, c'est l'objectif de Vector, dans le BSI, ainsi que la plupart des universités impliquées qui, je l'espère, seront prêtes à ce moment-là. Hein, l'objectif, c'est quand même une innovation très intéressante qui est que ça n'existait pas. Et ça aussi, c'est innovant, donc il faut le créer, ça ne se décrète pas. D'accord. Donc, en fait, on devrait être blockchain agnostique. Il y a le certificateur qui sont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui décide qui sont les universités. Alors, pour l'instant, tout le monde pourra y aller, hein, mais là, les idées sont claires. Si vous voulez, le ministère de l'Enseignement supérieur reconnaît quelle université, c'est le certificateur. L'université émettra directement dans le BSI. Le bénéficiaire, ce sera l'ancien étudiant, puisque c'est le moment où il part de l'université pour être, comme tout le monde, quoi, pour être une personne qui étudie. Et puis, le vérificateur, c'est l'employeur. OK.
Ok, donc merci Perrine. On va revenir sur le sujet peut-être pendant le débat parce que moi j'avais des questions sur l'interopérabilité et sur le fait d'être blockchain agnostique de manière à faire interopérer différents systèmes qui tournent sur des blockchains pas nécessairement identiques. Mais bon, merci beaucoup On en Perrine. reparlera tout à l'heure. En effet, il y a tellement de choses à dire et voilà, on donne Ok, des premières pistes. merci. J'invite maintenant Simon Thomas de la société Exaion, qui est responsable de partenariat et de vente du secteur blockchain de la société. Simon, à toi de monter sur scène. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je travaille moi chez la société Exaion. Donc Exaion, en une phrase, c'est un fournisseur d'infrastructures responsable et souveraine pour le Web3. Donc on est une filiale du groupe EDF. On va accompagner nos clients dans le déploiement de leurs projets Web3. On a vocation pour être un one-stop shop, notamment sur la partie blockchain. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une entreprise qui veut déployer un projet Web3 doivent aller voir plusieurs prestataires, que nous, on leur donne la possibilité d'avoir un unique point pour le développement des smart contracts et surtout l'infrastructure. Donc, on a 3 verticales aujourd'hui, la blockchain avec Exaion Node, le metaverse avec Exaion Studio et l'edge computing avec Exaion Compute. On a une vocation qui est d'être éco-responsable. Donc, on va récupérer des supercalculateurs du groupe EDF qu'on va reconditionner pour construire nos serveurs. Donc, on va s'affranchir de l'empreinte carbone de la fabrication des serveurs et on va se localiser dans des endroits où le mix énergétique est très décarboné le plus possible. Donc aujourd'hui, on a 2 data centers qui sont localisés en Normandie, où le mix énergétique est très décarboné avec un mix d'éolien, de hydroélectricité et de nucléaire, donc à 97% décarboné. Et on va être aussi localisé, on a une filiale qui est au Canada, où il y a beaucoup d'hydroélectricité, il y a même plus d'électricité que ce que les Canadiens peuvent consommer. Donc une électricité qui est très décarbonée également. Ce qui nous donne une empreinte carbone qui est de 38 grammes de CO2 par kilowattheure. Ce chiffre en tout seul, c'est assez difficile de visualiser ce que ça veut dire. Si on compare avec les hyperscalers américains, ils sont au-dessus de 200 grammes de CO2 par kilowattheure et les cloud providers, les hyperscalers asiatiques sont au-dessus de 600 grammes. Donc 38 grammes de CO2, c'est quelque chose qui est très faible. Bon, on est obligé d'avoir une empreinte carbone qui est positive parce que on respire, on a quand même du matériel informatique, on doit acheter certains composants neufs. Mais voilà, nous c'est vraiment notre vocation, c'est d'avoir une infrastructure qui est éco-responsable et pérenne dans le temps. Simon, tu as des slides à présenter, n'est-ce pas? Voilà, ok, Oui, très bien. Ouais, bien sûr. Donc, on a été pensé en 2018 et fondé en 2020. C'est une initiative de 2 anciens employés d'EDF, donc Fatih Balieli, qui est notre CEO et cofondateur, qui était responsable du fonds d'incubation d'EDF, et Laurent Bernoux-Mazar, qui est notre CTO, donc cofondateur, qui était responsable des data centers. Aujourd'hui, on est 50 personnes et on a 2 localisations, comme j'ai dit, une en Europe et une en Amérique du Nord, donc au Canada. Donc voilà, ça c'est les 3 solutions dont j'ai parlé précédemment. Exaion Node, donc le one-stop shop de la blockchain, hein, une infrastructure responsable pour héberger des nœuds blockchain et déployer des applications. Exaion Compute, qui est du calcul de performance et de l'hébergement qui va être décentralisé. Donc aujourd'hui, on est capable de miniaturiser des data centers pour mailler le territoire et faire du edge computing, donc permettre un temps de latence qui est
très faible sur les objets connectés. Et Exaion Studio qui a pour vocation d'héberger des métaverses. Donc, c'est des stations de travail et des fermes de cartes graphiques et de CPU qui vont être mis à disposition des entreprises. On travaille aujourd'hui beaucoup dans le domaine de la 3D sur des studios d'animation, des entreprises de jeux vidéo. Et on est en train de nouer des partenariats avec des métaverses pour que les gens puissent interagir dans un monde virtuel sans latence. Donc, moi, je vais parler plus en détail d'Exaion Node, qui est donc notre plateforme de Node as a Service en mode donc Software as a Service, qui est disponible pour tout le monde. Notre objectif, ça va être de simplifier l'accès et l'usage de la blockchain. On a fait le constat qu'il y a beaucoup de développeurs du Web 2 qui peinent à aller dans le Web 3 parce qu'aujourd'hui, c'est encore assez peu documenté et c'est assez complexe. Et donc, nous, on a développé une interface qui est très simple d'accès où on peut accéder, donc lire et écrire sur quasiment bientôt une dizaine de protocoles blockchain en 3 clics. De pouvoir déployer un nœud en 3 clics. Et on a un format qui est gratuit. Donc, pour vraiment démocratiser l'usage et l'accès à la blockchain, où chacun peut mettre par exemple son wallet, peut le mettre sur Exaion Node, donc peut venir s'ancrer chez nous. Donc, la différence entre le Web 2 et le Web 3, c'est quelque chose qui est assez parlant. Le Web 2 sur l'infrastructure va être très centralisé sur des hyperscalers américains, dont AWS. On va avoir des applications qui sont dessus et l'utilisateur va interagir via une interface qui aujourd'hui est un écran d'ordinateur et un écran de téléphone mobile. Sur le Web 3, on va avoir une infrastructure qui est décentralisée et on va pouvoir rajouter une couche pour interagir dessus, donc que sont les lunettes de réalité virtuelle. Les applications vont être des applications qui vont être décentralisées. Alors aujourd'hui, il y en a peu de très grand public. On a les premières applications qui sont, on va dire, financières, avec Société Générale Forge, qui est le leader en termes au niveau bancaire sur les synergies entre finances traditionnelles et finances décentralisées. Et on a l'univers du gaming, donc avec Dogami et The Sandbox, qui essaye de ramener les utilisateurs des jeux vidéo, on va dire, traditionnels vers des jeux vidéo Web3. Et donc, nous, on va vraiment se situer sur la couche infrastructure où on va proposer et des machines, donc des serveurs physiques, et rajouter une couche au-dessus qui sont des nœuds blockchain. Donc, une blockchain, c'est un ensemble de nœuds. Et donc, c'est un réseau d'ordinateurs qui vont interagir ensemble, un réseau de bases de données qui vont interagir ensemble. Et nous, on va créer de manière automatique et industrielle ces bases de données sur nos infrastructures pour permettre à nos utilisateurs de lire et écrire sur ces bases de données décentralisées. Donc, notre approche est vertueuse. Bien sûr, on a le côté souverain qu'on aime beaucoup et qu'on met en avant. Notre objectif, c'est de vraiment construire l'écosystème européen de la blockchain. Sécurisé, on est hébergé en France dans les data centers du groupe EDF qui vont sécuriser 56 centrales nucléaires. Donc, au niveau sécurité, c'est du military grade où on a vraiment un très haut niveau de sécurité. Décentralisé, on est en train d'y arriver par la miniaturisation et la containerisation des data centers qui vont permettre de mailler le territoire et éco-responsable. Donc, comme je l'ai expliqué en introduction, on donne une seconde vie à des supercalculateurs et à des serveurs. Aujourd'hui, on a 9 protocoles qui sont disponibles sur notre plateforme. On va permettre de faire gagner du temps de projet, du temps sur un projet de développement,
synchroniser un nœud blockchain si on prend un serveur, par exemple, chez Exaion et qu'on choisit de synchroniser tout seul son nœud blockchain. Si on synchronise un nœud Ethereum, ça va prendre plusieurs jours. Nous, on a développé des outils qui vont permettre de faire popper un nœud sur nos infrastructures en moins d'1 minute. Donc, on permet aux entreprises de gagner vraiment beaucoup de temps et de pouvoir déployer des applications de manière sécurisée, intuitive et rapide. Et on a ce côté émission, ce côté CO2 qui est très présent. On est en train de finaliser aujourd'hui un dashboard, donc une interface sur notre application qui va permettre de avoir en temps réel l'historique de son empreinte carbone liée à l'utilisation de la blockchain. Donc, ce que les nœuds qu'on va avoir sur l'application vont émettre en CO2, la quantité de CO2 qui vont être émis par notre utilisation. Donc voilà, aujourd'hui, on a 9 protocoles, 8 protocoles. Simon, si on peut accélérer un peu pour prendre Bien les sûr. questions. Hein. Ça marche. Je finis très rapidement. Aujourd'hui, on a 9 protocoles blockchain, donc 8 publics et permissionless. Un qui va être permissionné, qui est Energy Web Foundation. Et on a pour vocation d'en avoir une quinzaine à la fin de l'année. Et on a aujourd'hui des fonctionnalités et beaucoup d'évolutions qui sont à venir. Donc des nœuds qui vont être privés ou partagés. La possibilité de déployer des blockchains privées type Hyperledger sur nos infrastructures, de l'indexation qui va être et bien sûr du stockage. On a plusieurs pétaoctets disponibles de stockage sur nos infrastructures. Et à venir, la grosse fonctionnalité à venir, c'est le staking, donc permettre de sécuriser la blockchain et de générer du rendement directement sur notre infrastructure. On a une vision qui est très institutionnelle et grand corporate, hein, même si bien sûr tout le monde peut venir s'ancrer sur notre plateforme. On travaille avec aujourd'hui toutes les grosses banques et les gros acteurs du secteur en France et en Europe. Voilà, nos grosses collaborations, ça va être Société Générale Forge, donc qui a émis plusieurs centaines de millions d'euros d'obligations sur Ethereum via nos infrastructures et qui héberge son infrastructure chez nous. BNP Paribas et donc EDF Renouvelables qui ont émis la première obligation pour financer un projet photovoltaïque sur nos infrastructures également. Voilà. Merci de votre attention. Ok, merci beaucoup Simon. Excellent. On va ouvrir le forum pour une question ou deux peut-être. Voilà, il y en a 4. Je vais commencer par les lire. Est-ce que vous allez à l'international de plus en plus? Des clients EDF sont partout en Europe. Alors, oui, justement, on a ouvert la filiale canadienne en septembre, donc l'année dernière, septembre 2022. Et on a pour vocation de couvrir, on va dire, l'ensemble des 4 coins du monde. Donc, on est en train de réfléchir à ouvrir un data center en Asie. On pense à Singapour pour pouvoir couvrir l'ensemble les 3 points du monde globalement. Et oui, en fait, on veut faire nous du souverain. Et le souverain, c'est propre à chaque pays. Donc, pour faire du souverain au Québec, on a ouvert un data center au Québec. Et donc, on cherche bien évidemment à s'étendre le plus possible à l'international. Alors, j'ai une question. C'est quoi, Exaion, l'énergie produite non consommée? Normalement, partout dans le monde, l'énergie est produite et ajustée selon l'énergie consommée. Je ne sais pas très bien. Je comprends pas très bien la question. Ouais. Voilà, c'est quoi, Exaion, l'énergie produite non consommée? Normalement, partout dans le monde, l'énergie est produite et ajustée selon l'énergie consommée. C'est Antoine Bourgeois. Je ne sais pas, peut-être que Antoine peut prendre la parole pour poser la question. Non, bon.
Bonjour Simon. De mon point de vue, la smart contract dépend aussi des attributs des personnes qui lisent ou valident le fond de contrat. Que pensez-vous de l'arrivée de l'identité numérique européenne, projet de la préfète Anne-Gaëlle Baudouin? Cette identité va-t-elle aider au développement de vos solutions, pousser vos infrastructures, généralisation? Bon, peut-être qu'on peut laisser cette question pour le débat de la fin. Très bien. OK. Moi, j'avais une question. Je la laisserai aussi pour le débat de la fin parce qu'il y a 2 autres conférenciers. Donc, merci beaucoup, Simon. Et on va passer la parole à Thomas. OK. On va passer la parole à Thomas Benoît qui va nous parler de la traçabilité des datas dans la société Set in Stone qu'il dirige. Très bien, merci à vous, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je m'appelle Thomas Benoît, je suis Oui. le CEO et cofondateur de Set in Stone et je vais vous présenter nos activités. Donc là, vous avez un résumé de nos activités, mais je vais passer directement à notre présentation. Donc chez Set in Stone, on est fait une société de traçabilité des données, notamment appliquée aux enjeux de cybersécurité. Notre but, c'est vous aider à sécuriser vos collaborateurs, donc les utilisateurs de votre société, partout où ils sont, notamment en les engageant, et pour vous, en fait, aux entreprises et notamment aux directions informatiques, de détecter les menaces qu'il y a sur votre surface de menaces. Donc une rapide carte d'identité de la société. Donc concrètement, nous proposons ces services via 2 types de produits. Des extensions qui permettent à vos utilisateurs finaux d'envoyer des fichiers et de collaborer en toute sécurité, mais aussi une plateforme en ligne, un SaaS, un tableau de bord, qui permet à vos directeurs informatiques et responsables de la sécurité de récolter des informations, savoir si vos collaborateurs sont bien sensibilisés aux enjeux de sécurité, est-ce que les fichiers sont bien manipulés, ou est-ce qu'il n'y a pas en fait un incident qui est en train de se produire, de compiler ces informations et de vous les retranscrire pour que vous puissiez identifier les menaces avec sérénité. Donc en effet, on a cet enjeu de blockchain, en fait, la traçabilité via la blockchain, aux enjeux de sécurité. On a aussi un enjeu de souveraineté pour vendre à des clients français, on veut en fait tout construire en France, héberger, être accompagné en France. C'est notamment pour cela qu'on est accompagné par le hub sécurité de Systématique, mais aussi qu'on a des bureaux, par exemple au campus cyber à la Défense. Et en plus d'avoir des bureaux d'ailleurs, nous sommes aussi membres de groupes de travail comme le groupe de travail sécurité des cryptoactifs, avec d'autres acteurs comme la Banque de France, la BNP, Ledger, nous collaborons pour identifier les failles qui existent sur la blockchain et savoir comment y remédier. Nous avons déjà fait des publications sur ce sujet-là. Donc peut-être un petit point avant de présenter ce que nous faisons en traçabilité, sachez que nous avons aussi une deuxième activité. Donc en effet, pour les directions informatiques, nous permettons en fait de mieux protéger, identifier les menaces. Mais comme nous avons conçu en fait une solution de sécurité basée sur la blockchain, il a bien fallu développer des couches de sécurité, des outils qu'on a dû développer pour nous, en fait des process qu'on a dû définir, qu'on a dû en fait chercher par rapport à cela. Et aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte en discutant avec d'autres fondateurs de projets blockchain et Web3 qui n'avaient pas en fait, qui pouvaient être intéressés par ces sujets-là. Donc nous les partageons via une entité qui est cette Instone Lab. J'en parlerai brièvement à la fin de la présentation, mais là aujourd'hui on parle traçabilité. On va revenir à la traçabilité. Donc on utilise la blockchain pour tracer le parcours des données et identifier des menaces. On ne l'a pas fait par plaisir ou pour amour de la blockchain, on l'a fait parce qu'on nous a appelés pour le faire. Et c'est le cas par exemple de Justine. Justine, elle est RSSI dans une entreprise de services numériques à la Défense, 300 salariés. RSSI, c'est un job qui concerne surtout en fait la responsabilité de la sécurité des systèmes d'information. Donc son job, c'est d'être la sentinelle de l'entreprise, améliorer sa sécurité et l'optimiser. Mais un beau jour, elle m'appelle et elle me dit: Thomas, tous mes collaborateurs, ils sont en télétravail. Ils sont tous tombés en télétravail pour des événements que vous connaissez il y a 2 ans et demi. Comment on fait? Parce que jusqu'à maintenant, Justine, elle a construit sa sécurité au sein de ses bureaux, comme une forteresse, année après année. Mais aujourd'hui, les utilisateurs sont plus forcément dans la forteresse. Ils peuvent être dans des tourelles, par-ci par-là, ils peuvent être chez eux, en itinérance, en voyage, et c'est une nouvelle forme de système d'information. C'est très bien en fait pour la flexibilité du travail, c'est très bien pour la flexibilité de l'entreprise, mais au niveau de la sécurité, ça va poser en fait des problèmes au niveau de la visibilité en fait des menaces qu'il peut avoir. Et Justine en fait nous a appelés, mais elle n'était pas seule. Parce que la plupart des décideurs informatiques ont rencontré en fait cette problématique. Notamment parce qu'une partie des utilisateurs, quand ils ne sont pas au bureau, vont favoriser des solutions les plus simples d'accès à l'utilisation, qui ne sont pas les plus sécurisées, malheureusement.
mais aussi parce que quand vous êtes en déplacement, c'est pas forcément connecté au routeur Wi-Fi du bureau des légendes, donc c'est pas les sécurités les plus optimales. Ceci est décuplé d'autant plus quand vous avez des collaborateurs qui interagissent avec beaucoup de tiers, des fournisseurs, des clients. On collabore beaucoup avec ces personnes-là, ils sont hors du périmètre de sécurité. Comment on peut identifier des menaces par rapport à ça? Il y a aussi un enjeu de sensibilité que j'ai pu évoquer. Donc c'est vrai que quand vous êtes en déplacement, vous êtes loin des yeux, près du cœur, vous n'êtes pas forcément sensibilisé à la sécurité. Une partie des utilisateurs, par exemple, perdent en sensibilité beaucoup plus rapidement. Ils sont chez eux, ils sont loin de la culture d'entreprise, mais peut-être aussi de la culture de cybersécurité de la boîte. Mais aussi, certains vont mettre du temps aussi, tout simplement, à vous dire qu'ils ont rencontré un incident. Donc peut-être qu'un attaquant est allé sur la boîte mail et qu'il envoie une multitude de messages, mais que ces utilisateurs vont pas vous prévenir à temps qu'il y a eu un problème. Donc ça va être intéressant pour Justine, pour qu'elle puisse faire son job, d'avoir une information assez rapidement pour intervenir. Et encore un facteur compliquant qui sont les turnovers. Donc votre masse d'utilisateurs évolue dans le temps et la sensibilité qui va avec aussi. Il faut les reformer, c'est super important de les reformer même continuellement, même si les mêmes personnes, mais c'est d'autant plus compliqué quand les gens changent. Et c'est pour ça qu'on a construit cette solution de traçabilité basée sur la blockchain qui s'appelle Settingstone. Le but, c'est de sécuriser les échanges de vos collaborateurs et vous permettre de gagner du temps dans l'identification des menaces. C'est une solution construite sur 3 piliers: impliquer, protéger et optimiser. Impliquer, l'idée, c'est pas de compliquer la tête des utilisateurs. L'idée, c'est qu'ils utilisent la solution. Donc, on a créé des jeux d'extension, par exemple pour Outlook et Google Chrome, pour que ça puisse s'intégrer directement dans leurs habitudes. On a aussi créé une interface à la WeTransfer, enfin, similaire à des interfaces comme celle de WeTransfer, qui vont permettre aux utilisateurs de ne pas perdre du temps à utiliser, à envoyer un fichier. Tout ceci va permettre une adoption plus rapide de la solution, mais aussi une meilleure protection, parce qu'une fois qu'ils envoient les fichiers via notre solution, ça va sur les canaux chiffrés, mais ils vont être aussi sensibilisés. On va leur dire, par exemple, comment le fichier a été réceptionné, par exemple, par leur destinataire, et où il a été ouvert, dans quel lieu géographique, quel type de machine. Comme ça, lui aussi peut prendre conscience qu'il y a un problème et remonter à son directeur informatique qui va compiler ces données pour lui avoir un tableau de bord et avoir une vue d'ensemble de sa société et combler les trous dans la raquette qu'il avait jusqu'à maintenant. Il va pouvoir par exemple identifier si une équipe a besoin de sensibilisation, si elle utilise mal en fait des outils, a besoin d'être resensibilisée à la sécurité, si une autre a besoin de formation, ou encore une autre a besoin tout simplement d'un outil pour être mieux sécurisé. Donc la blockchain dans tout cela, j'en ai pas parlé parce qu'en fait elle est transparente à l'utilisateur, mais c'est une couche essentielle technologique. On l'utilise comme un registre intègre, comme un registre comptable de toutes les transactions de données, comment elles sont manipulées. On va dire où vont les données, comment elles sont traitées, et on va retranscrire ce registre à ces lecteurs, donc les responsables de systèmes d'information ou les équipes informatiques dédiées à cela. Notamment au niveau des cas d'usage, on marche aussi via API, donc si vous avez des prestataires de sécurité, certaines boîtes en fait externalisent une partie de leur sécurité pour renforcer en fait leur sécurité, notamment des MSSP ou des SOC, il y a des API qui permettent d'inclure ces acteurs en fait dans la boucle et qu'ils aient aussi ces informations. Donc voilà, d'un point de vue traçabilité, le use case qu'on a réussi à construire en se basant sur des technologies blockchain pour faire la traçabilité de données et aider concrètement les boîtes à une traçabilité de leurs menaces. Et comme je vous ai évoqué en début de présentation, en fait, on a eu construire cette solution, apporter des couches de sécurité, et on fait en fait une filiale qui est nouvelle, qui s'appelle le Settingstone Lab, qui est plus sur la sécurité des acteurs du Web3 et des personnes qui proposent des projets blockchain. Donc l'idée, c'est que vous êtes innovant, vous voulez grandir vite, vous voulez grandir surtout en sécurité, et on est donc un acteur qui va vous aider à le faire. Donc aujourd'hui, notre vision est vraiment d'apporter à tous ces acteurs qui veulent démocratiser les bénéfices de la blockchain toutes les services, les audits, des solutions pour auditer votre code et vous-même identifier les vulnérabilités, mais aussi dans la maintenance de l'application, voir s'il n'y a pas de faille. Nous faisons des insights aussi, donc des insights par rapport à cela, donc pour vous aider à comprendre vous-même quelles sont les vulnérabilités, parce que le Web3 il fait des vulnérabilités que vous n'identifiez pas forcément, qui sont nouvelles. Donc on fait des insights sur ces points-là. On a notamment fait un premier, le 1er juin à Bercy, pendant un événement organisé par la Gendarmerie nationale, pour voir comment on peut utiliser des outils pour l'investigation, pour par exemple voir des fonds frauduleux sur la blockchain. On en fait un prochain qui sera sur des méthodes de développement à la rentrée. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc je vous mets juste, si vous intéresse, donc lab.settingstone.io pour avoir ces informations de sécurité. Et donc voilà, en fait, cette parenthèse au niveau de nos activités de sécurité.
Et donc, je peux répondre à vos questions, que ce soit sur la traçabilité maintenant. Bon, merci beaucoup Thomas. On va ouvrir le forum pour voir des questions. Alors, il y a 11. La dernière, c'est pour Simon, donc c'est pas ça. Ensuite, des questions. Quels avantages la blockchain a-t-elle apporté versus d'autres solutions alternatives de type base de données et ledger centralisé? Très bien. En fait, l'idée ici, c'est au niveau des sources d'informations que remontait, par exemple, en fait, Justine, quand on a construit ce cas d'usage, c'est qu'elle devait compiler beaucoup de sources d'informations qui venaient d'un peu de tous ces outils, donc qui étaient des sources extérieures. L'idée, c'était de regrouper ça au sein d'un ledger en fait blockchain. Et l'avantage de la blockchain, ça va être en fait l'aspect registre intègre. Une fois que c'est inclus dedans, c'est difficilement modifiable, donc on sait que l'information est comme ça. Ça apportait en fait une couche de confiance qui était nécessaire et qui était demandée par des utilisateurs et qu'on a inclus là. Ok. J'ai une question. Bonjour Thomas. Est-ce qu'il faudrait que le fournisseur d'accès à Internet de la maison soit le même que le fournisseur Internet du bureau? Faudrait-il un boîtier ad hoc? Sinon... Ah, je sais pas, vous êtes peut-être la personne qui pose la question est fournisseur d'accès, mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Mais pas du tout. Si vous avez, c'est pas une question de boîtier, c'est vraiment des extensions sur vos logiciels, sur la couche applicative. Donc vous pouvez utiliser, si votre bureau est chez Free, vous pouvez être chez Orange chez vous. Il y a pas, on force pas la main sur ce point. Ok. Et j'ai une question par rapport au stockage, parce que oui. Vous faites de la traçabilité sur la blockchain, mais les données elles-mêmes, de plus en plus qui sont échangées, doivent être stockées ailleurs que dans la blockchain. Est-ce qu'il y a à un moment donné un problème de scalabilité, de stockage, de capacité de stockage qui va au-delà de la sécurisation, bien sûr, de la souveraineté? Est-ce que vous avez des challenges là-dessus, sur le plan du volume de stockage si l'activité est intense? C'est des choses qu'on a prévues, qu'on calcule, qu'on surveille. Comme tu dis, Najam, en fait, il faut regarder ça. S'il y a vraiment, par exemple, un pic d'envoi de fichiers, d'envoi de données, il faut pouvoir le prévoir. Donc, d'un point de vue infrastructure, on a prévu cette scalabilité pour accueillir, en fait, ces données quand elles sont émises. Et ça, c'est vraiment un problème de gestion de données classique, en fait, soit par exemple du stockage d'un document, par exemple. Et la blockchain est faite aussi pour être scalable, pour intégrer, noter ces documents et noter en fait leur traçabilité. Donc on a travaillé au niveau des couches techniques pour qu'on puisse suivre tous ces flux. Ok. Bon, je pense que on a pris les questions les plus pertinentes. On va passer à la dernière présentation donc merci beaucoup Thomas, et on passe à Jean-Michel Thomas. Oui, il y a beaucoup de Thomas. Il y a beaucoup de Thomas aujourd'hui. C'est déjà fait la remarque. Moi, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle AT Blockchain. Je vais vous présenter un petit peu ce que je fais, mais auparavant, il m'a semblé important, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Naja. Quelles sont les avancées aujourd'hui dans la traçabilité? Parce que je parle encore de traçabilité en France, entre autres. Je vais vous faire un petit peu un panorama, pas complet, hein, j'ai pas cette prétention, mais en tout cas des projets ou des expériences aujourd'hui qui sont menées, qui les mènent, comment c'est fait et quels sont un petit peu les apports qu'on peut avoir sur ce genre de choses. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est NFT, ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je ne vais pas vous parler non plus de stablecoin ou de crypto-monnaie, non, c'est pas le sujet. Mais par contre, dans le monde de l'agroalimentaire, par exemple, aujourd'hui, donc un des acteurs majeurs dans le monde même, donc c'est Carrefour sur sa traçabilité. Il a bien avancé sur tout ce qui était, je dirais, donc sa filière qualité. Il a changé un petit peu son fusil d'épaule. Là, il est en train d'intégrer donc toute son offre bio. Donc là, demain, je dirais, dans le demain, c'est fin d'année, début d'année prochaine. Donc chez Carrefour, vous aurez l'ensemble de l'offre bio et une partie des MDD, donc de tracé, comme on dit, de la ferme jusqu'à la fourchette. Vous avez d'autres acteurs aujourd'hui, aussi les grands, qui s'y intéressent, qui commencent des projets, Danone, La Berry, j'en passe et des meilleurs.
la France, dans le domaine de l'agro, et j'y reviendrai un petit peu après, est un petit peu en tête de pont sur ce type de projet. Les Italiens s'intéressent, les Allemands y regardent, les Anglais n'ont pas fait grand-chose. Donc voilà, la France est vraiment en avance là-dessus, et c'est plutôt pas mal. Dans le luxe, vous avez aussi pas mal de projets finalisés. Alors là, dans le luxe, évidemment, il y a une connotation de lutte contre la fraude. On va parler essentiellement du marché chinois, pour les sacs, pour le vin et d'autres produits de luxe. Globalement, il y a une association entre des technologies donc basées sur des QR codes, donc des QR codes sécurisés avec une lecture particulière, des QR codes invisibles, voilà. Donc il y a une technologie là-dessus qui sort en même temps, je dirais, qui accompagne un petit peu la blockchain, qui elle apporte évidemment, comme on le disait tout à l'heure, la partie immeuble de la donnée en back-office. Voilà. L'industrie pharmaceutique s'y intéresse un petit peu aussi. Il y a des choses qui. Sachez qu'en France, il y a déjà une traçabilité qui est imposée sur la distribution de médicaments, ça fait déjà pas mal de temps, mais là, on vise plutôt le marché africain où il est facilement. On peut trouver facilement, je dirais, des faux, je dirais, des petites pilules bleues un peu partout sur tous les marchés. Donc, ça pose quand même un petit peu problème. Voilà, pour un certain nombre, je dirais, donc de labos. Okay. Sur l'industrie automobile, c'est pareil. On est en fer de lance, on est sur le marché africain aussi. On est sur les pièces détachées. Renault a lancé une initiative pour cela. Les Allemands aussi s'y intéressent pas mal. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est l'association lutte contre la fraude et traçabilité qui est intéressante et qui est importante pour ces acteurs. Bien évidemment, c'est compliqué effectivement d'aller jusqu'aux distributeurs souvent. Les intermédiaires sont importants, sont pas enfin, il y en a nombreux, ils sont pas forcément, je dirais, transparents pour certains. Donc voilà, mais c'est le but, c'est en fait, la blockchain et la traçabilité apportent en amont, je dirais, avant cette mise en œuvre, une certaine forme de vertu, je dirais, et de transparence qu'il faut, qui est à développer. Et c'est en ça, je dirais, qu'elle apporte de la valeur. Voilà. Après, vous savez, il y a assez peu de problèmes, je dirais, entre les différents acteurs. Globalement, je dirais, tout le monde respecte un petit peu, je dirais, les bonnes pratiques et ça se passe plutôt bien. Mais c'est la notion de digitalisation et puis de transparence qu'il faut prendre en compte dans ce genre de projet. Pour le textile, c'était la même chose. Il y a une loi AGEC qui impose la traçabilité sur le textile. Pour les grands acteurs cette année, pour les moyens et petits l'année prochaine. C'est pareil, la traçabilité pour certains, je dirais, n'a qu'à apporter une certaine vertu autour de l'origine au moins, je dirais, et de la façon de fabriquer un certain nombre de vêtements. Donc les grands se sont mis, c'est plutôt positif. Les certificats et documents, tout à l'heure Perrine en parlait, il y a aussi, et très bien d'ailleurs, il y a aussi une initiative importante aux États-Unis. Là, on change de continent. Pourquoi? Parce que oui, les grandes universités évidemment se sont retrouvées, je dirais, avec beaucoup de gens qui revendiquaient des diplômes qu'ils n'avaient jamais eu. Voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'effectivement ça s'est développé aussi aux États-Unis. La santé aussi s'y intéresse. Aujourd'hui, il y a des projets, mais à ma connaissance, en tout cas en Europe, peu de projets déployés. La confiance n'est pas encore totalement arrivée à un stade autour de la blockchain permettant de déployer ça donc à grande échelle sur une population. Il y a des choses précises. Typiquement, il pourrait y avoir effectivement des dossiers médicaux ou un certain nombre de choses, je dirais, sur lesquelles on pourrait utiliser la blockchain, mais ce n'est pas le cas encore. Voilà. Voilà un petit peu les grandes tendances, en tout cas les grands projets aujourd'hui. Alors je ne suis pas exhaustif, il y en a d'autres, bien sûr, mais ça veut dire que tous les secteurs s'y intéressent. On est sur de la vertu, on est sur de la transparence, et donc ça amène effectivement une amélioration des supply chain et en tout cas de la notion de qualité qui est intrinsèque à ça. Voilà. Je vous en parlais, la blockchain permet de booster la démarche RSE aussi, un meilleur contrôle de tout ce qui est gouvernance de la supply chain de bout en bout, des relations avec fournisseuses, je dirais donc plus vertueuses, une meilleure donc conformité des lots en termes de qualité. À la fin, je dirais quand vous faites votre calcul, globalement, votre score RSE donc est amélioré. Donc il y a bien une notion
de liaison entre ce genre de projet de traçabilité avec une blockchain et puis les améliorations donc des performances qu'il peut y avoir, je dirais, dans toute supply chain. Voilà, en termes de lutte contre le gaspillage ou d'amélioration de la qualité. C'est important, hein. Moi, je le vois aussi clairement, je dirais, sur certains. On voit les améliorations, je dirais, de la logistique. Il y a moins, je dirais, et je vous en parlais pourquoi, il y a moins d'erreurs sur les manipulations, je dirais, de palettes ou des choses comme ça. Donc, moins de lutte contre la fraude, enfin, moins de gaspillage. Sachez quand même que, par exemple, souvent, quand on a un problème sur une palette ou sur une partie d'un lot, beaucoup de logisticiens, je dirais, se posent pas la question, beaucoup d'entreprises se posent pas la question et en général déclassent ou jettent une grande partie du lot. On va pas prendre la tête, on est un petit peu pour certains en flux temps réel, pas se prendre la tête, je dirais, de vérifier si c'est que la palette ou si c'est l'ensemble du lot. Donc ça peut faire partie, c'est assez souvent le cas, par exemple, je dirais donc d'un rejet complet d'un lot en production par rapport à un label précis, sur du bio, sur du label rouge. Voilà, donc il est déclassé, malheureusement, donc il part. Alors ça a de la perte de revenus pour les producteurs, pour les transformateurs. Donc voilà un petit peu, je dirais, donc quand même la vertu que peut apporter sur cette traçabilité. Voilà. Et puis la dernière chose aussi que ça apporte, c'est qu'on peut pousser aux consommateurs, bien évidemment dans ce contexte-là, et vous commencez à le voir, je dirais, donc de l'information. L'information, elle est immuable et elle est vérifiée en amont. Et donc, aujourd'hui, quand le consommateur se plaint, et c'est le cas par exemple du bio, en disant est-ce que c'est vraiment du bio, sur certains labels c'est pareil, et ben là on peut lui dire, on peut lui raconter l'histoire, on peut lui dire qu'il n'y a pas de souci, la provenance, les process de transformation, le stockage, donc a bien été aligné ou a bien été conforme donc par rapport à un label ou par rapport à des engagements. Ça, on peut le dire, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Et je rebondis par exemple sur, et je ne sais pas si vous savez, mais vous avez donc un site de la DGCCRF qui publie tous les jours donc, nombre de produits en rappel, donc non conformes. J'ai fait une interrogation, là, par exemple, le 15 février cette année, on était à 7 537 produits. C'est absolument énorme. Okay. Une grande majorité sont évidemment dans l'agroalimentaire, il n'y a pas que, mais ils sont dans l'agroalimentaire. Aussi une partie, je dirais, sont sur des non-conformités par rapport à des étiquettes ou des choses comme ça, mais vous avez effectivement donc des erreurs liées à de la manipulation, des process de transformation non respectés, des provenances, je dirais, pas conformes. Donc voilà. Okay. Donc l'idée, c'est quand même, je dirais, de minimiser ça, qui ont provoqué certains scandales en France, vous le savez. C'est le cas aussi dans d'autres pays. Hein. Il y a pas mal de choses en ce moment qui se passent et qui je dirais, mettent à risque un certain nombre de productions etc. Et donc, je vous parlais de conformité. Par exemple, l'idée, c'est de dire une blockchain, c'est bien, mais en amont de cette blockchain, qui, elle, va travailler sur l'immuabilité et sur les smart contracts, je dirais avoir un certain nombre de contrôles, donc par smart contract, je dirais donc des engagements qui peuvent se faire soit au niveau technique, process, sur le sang nitrate, sur le sang pesticide, etc. Ou simplement au niveau label, engagement marketing ou autre. Je dirais quand on dit, bah voilà, la provenance, c'est un produit français, c'est un produit de telle région, qu'on ne vienne pas après, parce que c'est quand même souvent le cas, je pourrais vous en raconter pas mal, dire ah bah oui, 90% de nos produits, il n'y a pas de souci, ils sont locaux, mais de temps en temps, on va chercher sur une place de marché, gérer une commande particulière parce que je dirais on n'a pas la disponibilité, et là, absolument, gérer la traçabilité, elle est zéro. Voilà. Voilà. D'où la notion, effectivement, et c'est la valeur un petit peu que j'apporte, c'est en amont de la traçabilité, on va dire un petit peu classique, la capacité par smart contract, donc de pouvoir valider les conformités d'un certain nombre d'engagements techniques ou, marketing. Voilà, donc là, dans la plateforme que je mets à disposition, vous avez à disposition, je dirais, d'un fabricant, d'un distributeur ou je dirais, d'un producteur, j'ai la capacité d'aller chercher, je dirais, effectivement, je vais faire un contrôle sur son OGM, je fais un contrôle sur la fraîcheur, par exemple, donc date de fraîcheur ou respect de la chaîne du froid. Je peux faire un contrôle, voilà. Donc évidemment, ça embarque un certain nombre de captures de données en amont, bien évidemment à chaque fois, mais au moins, je dirais, on a tous ces contrôles-là et qui peuvent après être soit confortés et
ça améliore la gouvernance de la supply chain, dont parle la direction qualité, ou soit poussé au consommateur par la direction marketing en disant j'ai pas de souci, je peux, j'irai m'engager sur telle information du produit. Voilà, si vous voulez faire un petit exercice avec deux projets sur lesquels je travaille, donc l'un sur de la viande bio, l'autre sur du vin. Voilà, ça permet, je dirais, d'avoir un petit peu, voilà, ça c'est la partie visible consommateur, donc qui permet, je dirais, donc de communiquer auprès du consommateur à travers un QR code. Alors les QR codes se généralisent, on le voit bien. Nos amis de GS1, qui sont un petit peu les propriétaires, je dirais, de ce genre de normes, je dirais, donc pousse pour généraliser les QR codes sur tous les produits. Les vins et spiritueux donc vont devoir majoritairement avoir un QR code à partir de la fin d'année, puisqu'on doit communiquer sur la composition du produit qui est dans la bouteille. Donc voilà, donc petit à petit ça vient. Donc c'est un lien fort. Alors après, et j'en connais d'autres technologies, un lien fort qui peut gérer donc entre donc les informations de la blockchain en back-office et puis les informations, le produit en lui-même. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques notes. Vous pouvez aussi, vous avez un dernier QR code tout en bas, télécharger si vous voulez bien un livre blanc sur le sujet qui résume un petit peu tout ça, vous décrit un peu les technologies, les solutions, les projets en cours, la valeur de ce genre de technologie. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup Jean-Michel, excellent. Écoute, il y a 3 questions. Je lis la dernière. Sans régulation ad hoc, quelles motivations vont convaincre les acteurs d'une supply chain à participer à une blockchain commune? Alors, 2 façons de voir les choses. Soit vous êtes tiré par un distributeur, type Carrefour, qui dit: «Moi, j'impose à mes fournisseurs». Alors, on est dans un monde un peu contraint, ça je peux vous le dire, il n'y a pas de souci. Certains, je dirais, c'est un petit peu compliqué forcément, qui dit que moi, je dirais, je mets, mon nom sur un produit, je ne veux plus de problème ou je veux être capable de faire des rappels, je dirais dans la minute qui vient. Typiquement, moi j'ai vécu plusieurs rappels produits, c'était 2 jours, chacun avec son Excel, pas à jour, pas cohérent, pas correspondant, etc. Donc évidemment, il dit: «Moi, en contrepartie, de ma marque, je veux une supply chain derrière qui soit, et transparente et digitalité et automatisée avec, une notion de sécurité autour de ça». Donc ça, c'est une première chose. Je peux avoir aussi, la même démarche avec un fabricant, OK, qui lui va souvent associer supply chain et lutte contre la fraude pour certains produits et qui dit oui, moi c'est pareil, je veux garantir derrière ma marque, je dirais donc la qualité de mon produit et puis je veux aussi lutter contre la fraude par rapport à mes distributeurs qui peuvent, je dirais donc après changer le produit. Si je vous racontais tout ce qui se passe sur des produits, c'est juste affolant, voilà. Mais il m'a dit moi je veux que ou le consommateur ou le distributeur final dans tel pays ou dans telle région, je dirais, soit capable de vérifier que le produit qu'il a entre les mains, c'est vient bien de chez moi. Voilà. OK. Bon, deuxième question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, définir QR code invisible? Ah, bon, c'est une technologie qui vient de sortir. En fait, c'est un QR code qui est imprimé, mais qui n'est après visible que via une lumière bleue. En fait, il faut un spectre de lumière très particulier pour voir apparaître sur le produit le QR code. En lumière blanche classique, il est invisible, et donc on l'expose à une lumière bleue, et là, à ce moment-là, on révèle le QR code. Voilà. Alors évidemment, c'est des choses que OK. les fabricants, je dirais, ne révèlent pas. Ils ne disent pas qu'il y a ça, mais bon, voilà. OK. Et dernière question. Pensez-vous que nous irons de plus en plus à dissocier le contenu du contenant, les contenants intégrés dans une économie circulaire, matières premières, exemple gestion à distance de la consigne, à côté de l'identité commerciale du produit? C'est pas très bien la logique. Je relis la question. Oui. Comment Pensez-vous que nous irons de plus en plus à dissocier le contenu du contenant, les contenants intégrés dans une... Ouais, bon. Alors, si on parle par exemple de l'économie circulaire, ça serait un bon sujet, je dirais. Il y a aujourd'hui aussi des initiatives, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas parlé de tout, qui est de dire, voilà, après le produit, je dirais comment aussi travailler sur sa réutilisation, en tout cas ce recyclage. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. La loi AGEC aussi impose un certain nombre de choses et certaines initiatives sur des produits alors un peu importants aussi, je dirais, donc voient l'apparition aussi de blockchain pour un petit peu suivre.
entre guillemets, je dirais la deuxième, troisième ou quatrième vie d'un produit. C'est pas le cas des textiles, mais c'est le cas, par exemple, il y a un projet on suit en cours là, par exemple, sur la récupération d'agrégats, je dirais, sur des grands travaux de terrassement. Donc voilà, il y a des choses qui se font aussi. Donc potentiellement, effectivement, je dirais, ça peut arriver que on ait, indépendant d'une marque, je dirais, un suivi d'un produit. C'est-à-dire, voilà, je suis quelque chose et après la marque, il devient un autre produit et il est recyclé. Oui, c'est possible que ça arrive aussi. Ok, ben moi j'ai une question en fait, Oui. peut-être on en a parlé offline, c'est à propos des produits mixtes, comme par exemple une pizza ou un burger. Un partenaire m'a posé la question, comment je pourrais faire la traçabilité d'un produit mixte et éclairer l'acheteur ou le futur acheteur des différents produits qui composent le produit final. Est-ce que tu as été confronté à ce type de demande? Et si oui, quelle serait ta réponse? Ou bien on peut en parler après. Alors, en 2 mots, oui, toujours, parce qu'en fait, tous les produits aujourd'hui que vous consommez ou les produits finis sont le fruit, je dirais, d'une recette, entre guillemets. Je dirais, le produit sans transformation est assez rare. Alors, on peut effectivement parler des fruits et légumes, et encore, pour certains, etc. Mais un produit sans transformation n'existe pas. Ne serait-ce que même des œufs. Je dirais, des œufs vont être triés, mis en boîte, packagés, etc., etc. Donc, il y a toujours une transformation. Donc, à un moment donné, je dirais, mais le process de supply chain prend ça et la plateforme sait très bien gérer ça. Vous avez, je dirais, la provenance donc à gérer de X ou Y produits. Il peut y en avoir beaucoup. Je dirais, composants rentrant dans la composition d'un produit final. Voilà. Donc c'est vraiment pas un souci. Alors après, effectivement, on suit, on trace, je dirais, à la loisir en fonction de ce qu'on veut, ce qui est important. Le petit gramme de quelque chose, etc. Mais par exemple, je dirais, pourquoi pas tracer aussi, je dirais, l'adjuvant ou le colorant qu'on met dans un produit, bien évidemment. Okay. Je vais vous dévoiler peut-être un secret, mais vous savez par exemple que le lait classique que vous buvez dans une brique, donc tout le monde pense effectivement à juste titre parce que c'est il est composé. Voilà, on pense que je dirais c'est du lait de la vache, je dirais qui a juste été, je dirais donc pasteurisé et mis dans une boîte. Mais absolument pas du tout. Mais pas du tout. Vous êtes jamais posé la question comment ça se fait que sur l'étiquette vous avez la composition du lait qui est toujours la même en termes de protéines, en termes de vitamines, en termes de matières grasses, etc. Et c'est toujours la même. Or une vache, que je sache, ne mange souvent pas tout à fait la même chose, je dirais d'un mois sur l'autre. Donc ça veut dire que le lait qu'elle produit n'est pas le même, forcément. Donc ça veut dire qu'on décompose le lait sortant de la vache et on va faire une recette pour le, je dirais donc vous donner, vous vendre, je dirais donc un lait standard et complètement stable. Voilà, enfin toujours le même. Voilà, ça veut dire que potentiellement ces gens-là vont aller chercher de la. D'accord. Voilà. Non, mais d'accord. Mais le problème est d'arriver à avoir un QR code qui est global, qui se décompose en le QR code multi-produits. Donc, c'est un petit peu. Le QR code est global, mais à l'intérieur du QR code, vous avez donc la recette. On va chercher la recette du produit et on va chercher tous les ingrédients qui ont été composés, qui ont été nécessaires à la fabrication du produit. Voilà. Très bien, très bien. OK, merci beaucoup Jean-Michel. On voit donc la diversité ou le nombre de cas d'usage. Quand on dit traçabilité, c'est vraiment tous les secteurs de métier qui sont impactés et sans aucune exception. Puis ça peut être la traçabilité des décisions aussi. Donc voilà, maintenant on ferme les questions individuelles et on va passer à une partie débat. Donc on a autour d'un quart d'heure pour prendre quelques autres questions ou remarques ou suggestions. À vous de lancer vos questions ou de déclarer ce que vous souhaitez déclarer dans la fenêtre questions. Ou si quelqu'un, parmi les conférenciers qui, en fonction de ce qu'il a entendu ou elle a entendu, des autres conférenciers veut faire une déclaration, vous êtes les bienvenus. Moi, j'avais une question pour Exaion. J'ai vu Exaion et Simon, toujours là, oui. Oui. J'avais vu parmi les clients le Crédit Agricole. Okay. Et j'ai lu récemment que Caseis, qui est une filiale du Crédit Agricole, a adopté une solution pour la gestion des actifs numériques
et d'autres applications, je ne sais pas s'ils n'ont pas annoncé tout, de la société Taurus. Est-ce que vous avez été impliqué dans le process de décision? Est-ce que vous étiez en compétition avec ou Alors, en fait, nous, Exaion, on n'est pas des custodians. C'est-à-dire, on va vraiment être sur le côté informatique, hébergement hardware, quand Taurus va pouvoir proposer des solutions de gestion d'actifs. Donc, on n'est pas du tout. Nous, on peut conseiller, bien sûr, parce qu'on connaît très bien les acteurs du secteur, hein, mais nous, on n'est pas du tout compétiteurs de Taurus sur la custody. Et pour le niveau 2, dans votre schéma, il y a un niveau 2 de fonctionnalité que vous allez rajouter du genre stacking, DeFi et tout. Vous allez peut-être toucher un peu ce domaine, non? Alors, oui, on va pouvoir toucher ce domaine, hein. Nous, on a prévu de devenir PSAN d'ici la fin de l'année et pour pouvoir proposer justement des services de custody. Après, il faut savoir que le staking, on peut proposer du staking sans forcément être PSAN et custodian parce qu'il y a en fait, par exemple, on va pouvoir faire du proof of stake, delegated proof of stake. Donc, c'est-à-dire que les personnes vont venir déposer leurs assets sur nos infrastructures tout en gardant leurs clés privées. Donc, ils vont garder le contrôle et la custody de leurs assets, mais ils vont utiliser notre savoir-faire et notre infrastructure pour générer des rendements sur leur crypto-actifs. D'accord. Très bien. Je prends des questions dans le forum. Thierry Winter, on a parlé de wallets. Allons-nous assister à une multiplication des wallets pour un même individu qui les utilise? Dans ma poche, je n'ai qu'un seul portefeuille classique. Okay. Très, très bonne question. Alors, qui veut répondre? Oui, je peux répondre. En fait, ça dépend des protocoles. On va pouvoir avoir jusqu'à une adresse de wallet par transaction. On peut générer un nouveau wallet pour une transaction si on veut au niveau de la privacy. À mon avis, il va y avoir de l'agrégation de wallets et il y a. Alors ça, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est un nouvel improvement proposal d'Ethereum qui est de l'account abstraction, donc qui va permettre de pouvoir gérer ces cryptos et ces assets depuis un smart contract et de plus avoir uniquement une clé privée, une clé publique. Si quelqu'un maîtrise mieux le sujet que moi, je veux bien qu'il prenne la suite. Mais à mon avis, il va y avoir des agrégateurs ça va être des agrégateurs de wallets et on aura un seul point d'entrée sur lequel on s'identifiera pour pouvoir gérer l'ensemble de ces actifs. Je pense, en effet, aujourd'hui, oui. Tu as raison sur ce point-là. C'est plus, en fait, c'est pas la question du wallet, mais du point d'entrée. Parce que dans la question de Thierry, oui, il a un seul portefeuille, mais qu'est-ce qu'il y a dans son portefeuille? Il peut avoir plusieurs cartes bancaires, il peut avoir une carte vitale, il peut avoir une carte d'identité. Donc finalement, il y a déjà plusieurs identités, plusieurs gestions d'utilisateurs dans son portefeuille. Donc la question, c'est au niveau des points d'entrée, et il y aura sûrement, ça c'est des choses en construction, des agrégateurs qui permettent d'avoir un seul endroit, pour voir toutes ces identités, tous ces comptes, en une seule fenêtre. Non, mais aujourd'hui, en fait, il y a des wallets qui servent à faire des wallets décentralisés comme le MetaMask et comme Coinbase, où on fait des transactions financières. Et en parallèle, il y a d'autres wallets, dont notamment celles qui sont validées par l'EPSI, qui servent à montrer ses credentials et faire du SSI. Hein. Donc, et en effet, ce sont deux wallets différents. Je ne vois pas, à un moment donné, Consensus a sorti Uport, qui était un wallet pour les identités. Et puis ça a assez planté. Donc aujourd'hui, en effet, il y a une nécessité d'agrégation. Mais bon, ça va venir sur le plan technologique. Et au moins, moi, je m'adresse à Thierry. C'est qu'aujourd'hui, dans son portefeuille, il y a deux types de credentials. Il y a les cartes de crédit avec lesquelles il achète. Et il y a les cartes d'identité qu'il montre aux policiers quand il est contrôlé. Donc en fait, c'est un petit peu ton smartphone
avec deux types de wallets. Un wallet pour les credentials et un wallet pour faire des transactions financières. Ce sont deux icônes différentes. Mais bon, peut-être qu'un jour, il y aura un meta-wallet dans lequel on trouverait toutes sortes d'appels vers des applications diverses et variées. Ça pourrait venir. Et pour l'instant, ce qui marche, c'est vraiment les transactions financières. Bon, j'ai une question de Philippe Proust. Que pensez-vous de l'article de Wall Street Journal de décembre 2022 intitulé « Blockchain fails to gain traction in the enterprise ». Bon, ben ça, on l'a lu, hein, parce que Tardel.ns, dans le transport maritime, a décidé d'arrêter. Alors, c'est Bon, Merckx qui a décidé d'arrêter, en fait. Oui, C'était oui. effectivement le sponsor numéro 1 donc, de ce projet-là. Il avait comme ambition, mais c'était déjà vraiment ambitieux, justement, donc de digitaliser une centaine de ports dans lesquels il est présent et il est capable, je dirais, donc aussi bien de travailler sur la supply chain, enfin tous les transports et tous les conteneurs, que les papiers et les documents douaniers. Évidemment, c'était très complexe. Évidemment que beaucoup d'acteurs n'étaient pas au rendez-vous. Donc l'idée, ça a été de faire un investissement important et d'embarquer tout le monde. Sauf que bon, il y a eu beaucoup de résistance. Il y a des gens qui n'ont pas voulu, il y a des gens qui ont commencé. Je vois la même chose dans l'agroalimentaire, hein, c'est un petit peu aussi pareil. Et donc à la fin, bah, effectivement, Marx dit, moi j'ai beaucoup investi et je vois que c'est pas. Je vais quand même me servir de ce que j'ai fait. Je vais pas arrêter à gérer la blockchain. Elle continue cette blockchain, ok, mais à un petit périmètre avec moins d'acteurs que prévu. Donc l'ambition ou l'ambitieux projet de digitalisation de l'ensemble une partie des ports et de l'ensemble du transport maritime avec d'autres acteurs comme CMA, comme d'autres, je dirais donc effectivement est arrêté, celui-là. Oui. Mais ce thème-là, cette question, elle est vraiment cruciale et elle mérite d'être traitée dans les webinaires à venir. Parce qu'il y a aussi la raison qu'on ne peut pas être concurrent et en même temps faire partie du même consortium. Ça, c'est un petit peu l'obstacle social et c'est pas un obstacle technique. Oui et non. Merckx, à juste titre, voulait embarquer. Il a embarqué d'autres acteurs du transport maritime, les plus petits. Ok. Il y avait la CMA. La CMA s'est posé la question pendant longtemps en disant je rejoins ou je fais un autre projet. Et finalement, là, ils étaient en train de rejoindre le projet. Voilà. Donc, il est possible quand même, je dirais, de conserver une certaine intégrité, une certaine sécurité, etc., donc autour de ça. Maintenant, effectivement, il y a une certaine transparence qui doit se faire un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on doit monter un petit peu d'un cran. Ça, je suis d'accord. Moi, je vois la même chose sur les grands acteurs. Aujourd'hui, pour tout vous dire, un Carrefour et un Auchan ne vont pas partager la même blockchain. Voilà. Mais on pourra en parler. D'accord. Mais c'est un bon thème pour un webinaire rien que sur ça, et j'aimerais qu'on en discute pour faire intervenir des... Alors, j'ai une question. Les technologies blockchain publiques ne sont-elles pas contraignantes pour la traçabilité, étant donné qu'il faut payer chaque transaction pour la mise à jour d'un NFT, par exemple? Donc, c'est un peu le prix de la transaction, surtout sur Ethereum, qui a grimpé pour atteindre des montants phénoménaux. Alors, quelle réponse? Qui veut répondre? C'est vrai que si vous faites directement vos transactions sur une blockchain de type Ethereum ou Bitcoin, vous allez payer un peu cher vos transactions. Dans un premier regard, il pourrait être plus intéressant d'utiliser une blockchain privée comme Hyperledger, du consortium, comme Corda. Mais c'est oublier qu'il existe d'autres technologies. C'est oublier qu'il existe des layers 2. En fait, Bitcoin et Ethereum sont des couches primaires, comme dans le modèle OSI en fait de network, des couches primaires. Et les développeurs de blockchain, notamment dans la finance décentralisée, ont été confrontés à cette problématique, qui était qu'on ne peut pas faire des transactions à des prix délirants. Donc ils ont développé des surcouches. L'idée était de gérer la scalabilité, mais aussi les frais de transaction. Et c'est pour ça notamment qu'il y a des couches 2 comme Polygon par exemple, où il y a énormément en fait, de projets NFT, parce que les coûts sont amoindris, mais en ayant la même sécurité, les mêmes aspects de gestion des transactions qu'il peut avoir sur Ethereum, parce que Polygon est rattaché à Ethereum. Il y a des technologies aussi de Zk Rollup, qui sont les nouvelles générations des Layer 2 qui apparaissent, et qui répondent à ce problème, et on pourra faire la traçabilité avec ça, avec ce type de technologie par la suite. Très bien. Très bonne réponse, très bonne question.
Il y a une autre question, Anaja. Est-ce qu'il y a un lien entre vos deux wallets, celui de l'identité, celui des authentifications? Pour l'instant, non, mais on pourrait faire le lien. C'est une bonne question. Ça mérite d'être traité par un prototypage. Mais pour l'instant, moi, cette question, je l'adresserai à ceux qui font des wallets SSI pour leur demander est-ce qu'ils sont capables de faire une intégration ou de se lancer dans les wallets DeFi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Il est 16h28, on arrive à l'heure limite de notre séminaire. Moi, j'aimerais d'abord vous remercier tous les participants, remercier les intervenants qui ont fait des présentations complémentaires et très, très, très professionnelles. Bravo. Et j'aimerais m'adresser maintenant à tous les participants pour leur dire que le groupe de travail vous invite à être actifs. Bon, pour ceux qui ne sont pas membres de Systématique, je les encourage à y adhérer, sachant que les startups ne payent pratiquement rien. Je ne sais pas, Alexandre, si tu veux rappeler le prix de l'adhésion. Mais il y a vraiment des choses à faire, une dynamique à créer. Il y a pas mal de thèmes aujourd'hui. Vous avez vu au début, j'ai mis les grands axes. Ce sont des axes génériques. Et en fait, on est prêt à lancer des thèmes verticaux. Et si vous voulez même animer un thème, vous êtes les bienvenus. Par exemple, il y a quelqu'un qui a proposé d'animer un thème blockchain et mobilité. Donc, si vous voulez faire un thème par secteur de métier, genre blockchain et santé, blockchain et chaîne supply chain, vous êtes les bienvenus. Et il y a également pas mal de thèmes transversaux comme l'identité décentralisée et les infrastructures, comme ce que Exaion est en train de faire. Vous êtes les bienvenus pour contribuer, animer et faire partie de notre groupe. Donc, merci à vous tous. Alexandre, si tu veux prendre la parole pour conclure aussi. Merci Naja, justement, pour cette animation. Merci aussi à mes collègues de la communication que vous n'avez pas forcément vu pour la réalisation. Merci aussi à nos intervenants, soit Perrine, Thomas, Jean-Michel ou Simon, pour justement ces échanges de qualité et les présentations. Et les présentations du jour, c'était pas fait exprès d'avoir la famille Thomas, entre guillemets, avec nous. Mais par contre, la famille blockchain, de ce côté-là, on en prend soin. On a quand même beaucoup d'actions de ce côté-là au niveau de Systématique, que ce soit sur la partie Web Cyber and Security et après aussi toutes les applications plutôt marché. Donc, c'est un groupe de travail qui est dynamique, qui est là aussi en train de se développer. Donc, n'hésitez pas justement à me contacter pour le rejoindre. Et pour rebondir donc justement sur le sujet de la cotisation, donc ça débute à 500 € hors taxe à l'année. Tout cela dépend bien entendu de la taille de l'entreprise. Les informations, vous les retrouvez sur Internet. Sinon, on pourra aussi faire un point détaillé ensemble. Donc, je vous remercie à tous pour les prises de parole. Je vous remercie aussi à vous pour votre écoute, mais aussi pour les questions qui ont permis d'alimenter le débat. Pour la suite des événements, donc on peut se retrouver pour certains demain sur Cyber for IoT. Un petit peu plus tard, donc le 12 juillet, on aura aussi un webinaire sur la partie deepfake et fake news. Donc, on a co-organisé. N'hésitez pas aussi à suivre l'actualité du Web Cyber and Security sur LinkedIn. Merci à tous et une très bonne journée. Et pour ceux qui continuent l'aventure SoDeepTech, on se retrouve sur les prochains webinaires. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée.